Cette vidéo a pu exister grâce au soutien de NordVPN. On vous en dit plus en fin d'épisode. Vous, moi, la Terre, comme l'ensemble des planètes du système solaire, sommes actuellement au centre d'un étrange nuage aux proportions démentielles. Un nuage baptisé Oort et qui est aussi rond que ne l'est son nom. Caché dans l'espace obscur entre les étoiles, cette immense bulle éparse, ce vaste nuage diffus dont les limites précises nous sont encore inconnues, se refuse pour l'instant entièrement à notre vue. Et pourtant, même si personne n'a encore jamais directement pu l'observer, nous savons qu'il est là, car celui-ci se dévoile occasionnellement à nous lorsque des parties de son grand tout viennent nous visiter, sous la forme de comètes qui pénètrent le système solaire interne et s'approchant trop près du Soleil, se mettent à s'évaporer. On pense en effet que bon nombre de ces blocs de glace et de poussière agrégés nous viennent directement de ce nuage. C'est même leur présence récurrente qui nous ont mis sur la piste de son existence. Dans les années 1950, l'astronome Jan Oort, qui a donné au nom son nuage et des centaines d'heures de sommeil, essaie de résoudre une énigme troublante. Comment expliquer la présence aujourd'hui de ces nombreuses comètes alors que notre système solaire existe depuis 4,6 milliards d'années ? Et que celles qui viennent nous visiter, après quelques dizaines voire centaines de passages tout au plus à proximité de notre étoile, finissent toutes par inexorablement être soufflées, disloquées par la puissance du Soleil, ou, à minima, expulsées du système solaire, tant les orbites elliptiques prononcées qu'elles possèdent sont sur le long terme instables. Et c'est pour expliquer l'indéniable et énigmatique présence de ces comètes qu'on commença à supposer l'existence d'un réservoir immense. Un réservoir de matière de cœur cométaire qui serait, sur des durées de temps vertigineuses, resté éloigné de la chaleur du Soleil de plusieurs centaines de milliards de kilomètres en épousant de vastes orbites stables et globalement circulaires. Ainsi, en étudiant les orbites elliptiques des comètes dites à longue période, et qui peuvent mettre des dizaines voire des centaines de milliers d'années à faire le tour du Soleil, l'on s'est rendu compte que celles-ci nous proviennent d'absolument toutes les directions du ciel. Et à partir des données amassées, de l'étude de leur trajectoire non alignée avec le plan dans lequel se trouvent toutes les planètes du système, on a pu commencer à deviner la forme sphérique de ce nuage glacé, et comme lové tout autour de nous et qui nous alimente en noyaux cométaires, et surtout à en apprécier les dimensions proprement gigantesques. Pour toucher du doigt la démesure de cette étrange bulle, commençons par poser l'ampleur du décor qu'elle entoure entièrement, en nous rendant au centre du système, à la surface du Soleil, qu'un photon vient maintenant de quitter. Pour cette particule de lumière se déplaçant à la vitesse sidérante de quelques 300 000 km par seconde, un peu plus de 3 minutes de voyage sont nécessaires pour atteindre l'orbite de Mercure, 6 pour dépasser celle de Vénus, et quelques 8 minutes et 20 secondes pour franchir les 150 millions de kilomètres séparant le Soleil de l'orbite de notre planète. 12 minutes 30 après son départ, voilà que notre photon atteint celle de Mars, puis une demi-heure supplémentaire est nécessaire pour dépasser celle de Jupiter, à la suite de quoi il faut ajouter le double du temps déjà écoulé pour arriver à l'orbite de Saturne, puis de nouveau doubler la durée du trajet pour atteindre celle d'Uranus. Un peu plus de 4 heures après avoir quitté la surface du Soleil, notre particule de lumière s'aventure maintenant au-delà de Neptune, en pénétrant dans la foulée dans la ceinture de Kuiper, un royaume en forme de disque épais, riche de milliards de petits objets rocheux ou glacés, de centaines de millions de comètes et d'astéroïdes, et de quelques planètes naines telles que Pluton l'a détrôné. Et notre photon, lui, continue de fuser, dans cette ceinture où les corps commencent à fortement s'incliner. Car contrairement aux planètes et autres astéroïdes du système solaire interne, qui tous tournent autour de notre étoile au sein d'un même plan baptisé l'écliptique, lorsque l'on s'aventure dans ces régions reculées, l'ordre apparent, l'alignement selon un seul plan, commence à fortement vaciller. Et au cours des 3 heures et demie nécessaires pour traverser la ceinture de Kuiper, nombre des objets transneptuniens que l'on croise désormais possèdent des orbites grandement inclinées. Notre hypothétique photon, lui, continue de filer dans l'espace. Encore près de 2 semaines de trajet à la vitesse de la lumière. La vitesse maximum qu'il est possible d'avoir dans l'univers sont encore nécessaires avant d'espérer atteindre les bords intérieurs du nuage d'Oort. Une autre façon de prendre la mesure écrasante des distances absolument hors normes, énormes, qui nous en séparent, est de rappeler qu'il faudrait, à la sonde Voyager 1, l'objet fabriqué des mains de l'homme actuellement le plus éloigné de notre planète, et qui file à raison de 17 km par seconde en direction de ce nuage, quelques 5 siècles au minimum, avant d'en atteindre les bords intérieurs, aux frontières floues et diffuses. À ce stade, la sonde, éloignée de plus de 300 milliards de kilomètres de la chaleur du Soleil, sera depuis longtemps à court d'énergie, incapable de nous transmettre des informations sur ces vastes et mystérieuses étendues.
On sait de par l'étude des trajectoires des comètes qui nous en parviennent que le nuage d'Oort est d'une certaine manière scindé en deux parties distinctes, lui donnant l'aspect d'une coquille cosmique géante. Sur les premiers centaines de milliards de kilomètres de son intérieur, ce nuage prend, dans un premier temps, grossièrement la forme d'un tore, qu'on pense riche de 10 à 100 fois plus de noyaux cométaires que la partie sphérique et extérieure du nuage. Il faudra au minimum 2500 ans de trajet à Voyager 1 pour traverser ce tore épais au sein duquel les orbites des objets continuent à prendre de l'angle et qui alimente continuellement en matière l'enveloppe extérieure d'Oort, d'où les noyaux cométaires sont éjectés hors du système, voire propulsés en direction de son cœur, à proximité du Soleil. Bien que moins riche que la partie interne, l'extérieur sphérique du nuage pourrait tout de même contenir, dilué dans un volume d'espace absolument sidérant, jusqu'à 5 fois la masse de notre planète, sous forme de trillions d'objets larges de plusieurs mètres, de débris gelés, de poussière de glace d'eau, de méthane, d'éthane, d'ammoniac, et aussi et surtout de centaines de millions d'astéroïdes, et de milliers de milliards de noyaux de comètes de plus d'1 kilomètre de diamètre. Chacun d'entre eux étant distant des autres d'une dizaine de millions de kilomètres en moyenne, aucune image d'illustration ne sera jamais capable de rendre compte de l'effarante vacuité de ces champs de poussière et de blocs de roche comme de glace, dérivant dans un vide aussi sidéral que sidérant. Pour le dire autrement, ici, il n'y a rien à voir. Tout est absolument morne et noir. Les distances proprement démentielles nous séparant de ces petits corps sombres plongés dans l'obscurité expliquent que nos télescopes n'aient pour l'instant jamais réussi à observer directement ce nuage, bien que l'on ait pu identifier des objets en provenant ou qui sont en train d'y retourner. Ainsi a-t-on identifié en 2013 une comète s'approchant du Soleil et dont la période orbitale est si longue qu'il lui faudra 740 000 ans avant de revenir nous visiter. Depuis cette date, en prenant la direction du nuage d'Oort, celle-ci s'est grandement refroidie et sa queue a fini par retomber. À progresser à la vitesse de Voyager 1, il vous faudrait quelques 25 000 ans de trajet, à raison d'un peu moins d'1,5 million de kilomètres parcourus par jour, pour espérer traverser entièrement la partie extérieure d'Oort, et enfin dépasser la frontière gravitationnelle de notre système, qui pris au sens fort, comprend l'ensemble des objets célestes gravitant autour du Soleil. Au cours de cette longue période, la sonde, dans sa progression, verra la puissance du Soleil visuellement décliner, pour finir par ne plus être qu'une étoile blafarde parmi les milliers d'autres qui scintillent dans le firmament, à peine plus brillante que la plus puissante de nos ciels nocturnes. Dans sa course, peut-être que Voyager 1 croisera occasionnellement l'un des milliers de milliards de noyaux de comètes, qui, arrimés au Soleil par la seule force ténue de gravité, l'entourent telle une bulle éparse. La plupart des noyaux cométaires que l'on peut croiser ici y sont très certainement depuis des milliards d'années. Ils y attendent d'être gravitationnellement déstabilisés, que le fil fragile qui les relie à notre Soleil ne soit rompu par le passage d'une autre étoile à proximité, ou par les effets de marée de notre galaxie, qui venant chambouler leur trajectoire circulaire, peuvent les déloger de leur lente dérive, et ainsi les propulser en direction du Soleil, où leurs noyaux seront après plusieurs passages entièrement vaporisés. Ici, avec beaucoup de chance, vous pourriez même passer à proximité de l'une des nombreuses planètes naines que ce nuage abrite certainement, et dont les présences discrètes semblent se manifester dans le comportement parfois étrange des corps de la ceinture de Kuiper, qu'elles semblent perturber à distance, de par leur présence dans le nuage. Mais quelle est donc l'origine de ces éléments dérivants, et comment se sont-ils retrouvés aussi éloignés du Soleil ? Pour faire simple, la réponse à ces vastes questions tient dans un seul événement, la naissance de notre système solaire. On pense qu'il y a de cela quelques 4,5 milliards d'années, lors de la chaotique période de création de notre étoile et de ses planètes par effondrement d'un nuage de gaz géant. Et alors que la matière autour du Soleil naissant commençait à s'organiser selon la logique d'un plan, en périphérie, une partie du disque et des planétésimaux en formation auraient été dispersés par la seule présence de plus en plus imposante des jeunes géantes gazeuses. Ainsi, blocs de roches et de glace, planètes avortées, astéroïdes et autres noyaux de comètes en quantité auraient été arrachés à leurs orbites, dispersés et repoussés en périphérie par les jeux d'interaction gravitationnelle que leur ont imposés les masses des géantes gazeuses. Et l'ensemble de ces morceaux de disques éjectés auraient alors épousé des trajectoires d'orbite extrêmement excentriques, à même de les emmener aux confins du système solaire. Puis, les millions d'années s'écoulant, ces fragments de déchirement auraient vu, suite au passage récurrent d'étoiles et de nuages moléculaires géants à proximité, leur orbite se stabiliser, devenir peu à peu circulaire, au point de finir par constituer une gigantesque sphère, une bulle de débris uniformément répartie.
Ainsi, l'immense nuage d'Oort est en quelque sorte constitué des restes, des résidus de notre disque protoplanétaire désormais disparu. Et 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire, de la tempête de gaz et de poussière initialement en effondrement, ne reste-t-il plus qu'une sphère, un nuage dont les gouttes sont des cœurs de comètes gelées. Et le temps, lui, continue de filer. D'ici 25 000 ans, Voyager 1 devrait avoir atteint la limite extérieure du nuage d'Oort, la frontière cosmographique et gravitationnelle du système solaire. La sonde n'aura alors parcouru qu'à peine plus d'un tiers de la distance nous séparant de l'étoile la plus proche de nous. Elle sera alors 3000 fois plus éloignée du Soleil que Neptune ne l'est. Et une fois atteint la frontière floue et diffuse des bords extérieurs d'Oort, il est même possible que la sonde quittant le nuage poursuive rapidement son aventure à l'intérieur d'un autre. On pense en effet que ce type de bulle se retrouve autour de la majorité des étoiles. Et vu les dimensions démesurées qu'elles possèdent, il est même fort possible qu'en se croisant, ces dernières en viennent à se toucher, à s'échanger de la matière. Ainsi, ces petits bouts des prémices de notre système solaire, qui gravitent à des milliards de kilomètres de nous, pourraient bien également être mélangés à d'importantes quantités de matière extrasolaire. On pense en effet qu'une partie considérable de ce qui constitue l'Oort provient d'autres nuages que celui ayant formé notre système solaire. Cette matière venant d'ailleurs, notre étoile a pu lors des premiers instants de sa vie l'arracher à d'autres disques protoplanétaires s'étant formés à peu de choses près au même moment et à proximité, comme l'avoir capté de son puissant champ gravitationnel au cours de son trajet dans l'espace. J'ai dans cet épisode eu recours à beaucoup de chiffres énormes et donc monstrueusement difficiles à se représenter. Et histoire de me faire pardonner, je vous propose d'emmener un petit bout de l'immensité d'Oort avec vous en construisant mentalement dans vos têtes un modèle réduit de ce gigantesque nuage. Pour cela, et par la seule force de la pensée, réduisons la taille de notre système au point que notre Soleil ne soit plus qu'une boule de 10 cm de diamètre. Ramenée à cette échelle, notre planète n'est plus en taille qu'une tête d'épingle, large d'un dixième de millimètre et située à 10 mètres de là. Neptune, elle, se trouve à quelques 320 mètres d'ici. Quant au nuage d'Oort, il commence à une vingtaine de kilomètres pour prendre fin à quelques 1500 km de là, soit la distance séparant Barcelone de Berlin. Quant aux comètes dérivant dans cet univers en modèle réduit, elles ne sont guère plus grosses qu'un petit agrégat de molécules, se déplaçant de quelques centaines de mètres tout au plus par siècle. Même considérablement réduits, les grandeurs et les échelles de temps restent encore un peu à ce niveau astronomique. Un grand merci à NordVPN pour leur soutien à la création de cet épisode. Et wait for it, pour nous offrir l'opportunité de participer à un tirage au sort pour tenter de remporter une Tesla Y. Car en passant par nordvpn.com/baladementale, en plus d'obtenir 4 mois d'abonnement bonus pour tout engagement de 2 ans, vous obtenez également un ticket d'entrée pour participer à un grand tirage au sort et ainsi la possibilité de gagner une voiture dont l'une des petites sœurs est partie dans l'espace. Après, si l'idée de vous retrouver à flotter dans une voiture électrique sur Terre ou ailleurs vous fait paniquer, n'oubliez pas que NordVPN vous permet de circuler sur internet en toute sécurité. Car NordVPN est bien plus qu'un simple VPN, et ce grâce à leur pack de cybersécurité, qui va se charger de s'occuper avec force insistance, de dézinguer pour vous les logiciels malveillants, et ainsi éviter qu'avec le temps, sous les coups de boutoir des infections numériques, votre ordi ralentisse et deviennent aussi vivaces qu'un zombie arthritique. Bref, pour bénéficier de 4 mois d'abonnement gratuit et de l'opportunité de défier le hasard pour vous retrouver au volant d'une Tesla Y, il n'y a qu'une seule direction possible, nordvpn.com/baladementale. Vous trouverez à cette adresse, et pour à peine le prix d'un café, tout l'univers NordVPN. Notons que c'est tout de même moins grand que celui dans lequel on est actuellement, mais je vous assure que c'est vaste. En plus, et comme d'habitude, les 30 premiers jours sont toujours satisfaits ou remboursés.